Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus. Ravi de vous retrouver sur 77 News, sur Canal 7. Merci d'être nombreux. Au sommaire de cette émission, le Burundi, le pays, a la ferme intention de s'affranchir de la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite à la radio nationale par le vice-président burundais Gaston Sidimou. Le pays peut faire prévaloir le statut de Rome dont l'article lui donne la possibilité de quitter l'organisation. Malgré cela, le Burundi a obligation de coopérer avec la CPI. Les autorités franchiront-ils le pas? Nous le verrons dans un instant. Nous parlerons également de la République de Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara a présenté mercredi devant les députés le projet de constitution de la nouvelle République de Côte d'Ivoire. Après adoption par les députés à la majorité des 2/3, le projet doit être soumis au peuple lors d'un référendum vers la fin du mois d'octobre. Cette nouvelle loi fondamentale consacrerait alors la 3e République de Côte d'Ivoire depuis l'indépendance du pays le 7 août 1960. Pourquoi une nouvelle constitution maintenant? Nous le verrons dans le cours de l'émission. Et la République démocratique du Congo, dans ce regard rétrospectif de l'actualité, les autorités ont affirmé en fin de semaine dernière qu'elles envisageaient un passage du taux de croissance du PIB. Il s'agit de la République du Congo et non de la République démocratique du Congo, du PIB évalué à 2,6% en 2016 et à 3,4% l'année prochaine. Quels pourraient être les tenants de ce futur bond en avant alors que l'agence de notation Standard & Poor's avait abaissé à B- la note de solvabilité du pays? Judith Koindo nous en parlera plus longuement dans le cadre du fait économie de la soirée. Sur ce plateau, Armel Jorimbogo et Judith Koindo, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir retrouvé sur ce plateau pour le redémarrage de cette émission hebdomadaire, le 77 News, qui était en vacances eu égard à l'activité électorale qui a prévalu sur les antennes de Canal 7 tout au long du mois d'août dernier et du mois de septembre également. Merci d'être arrivé. On est prêt, on peut y aller? Oui, on peut y aller. 77 News, c'est parti. D'abord, l'image de la semaine de reprise des activités du monde judiciaire au Gabon, organisée chaque année à la même période. Cette rentrée judiciaire offre l'occasion aux acteurs de la justice gabonaise de passer en revue les sujets de l'année écoulée, mais aussi de dessiner les perspectives de celle qui commence. Je vous propose de regarder la cérémonie à laquelle participait le président du Conseil supérieur de la magistrature dans ce reportage et on se retrouve sur ce plateau. C'est au lendemain de la proclamation du nouveau gouvernement gabonais que l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux a eu lieu au palais de justice de Libreville. Un moment qui a permis au corps judiciaire de présenter au président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les rapports qui devraient exister entre l'exécutif et le judiciaire. Le Conseil d'État est en effet institué comme le conseiller juridique du gouvernement et de l'administration qui l'aide par cette décision à corriger ses erreurs. Le Conseil d'État est donc, comme on le voit, un maillon indispensable et incontournable dans l'action du gouvernement qui devrait comprendre tout l'intérêt d'en faire le meilleur allié. Dans la foulée, le premier président du Conseil d'État est revenu sur le caractère impartial du système judiciaire gabonais dans le débat politique. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, les juges ne se mêlent pas du débat politique. Les devoirs de leur État leur imposent réserve, neutralité et impartialité. Mais les juges vivent dans la cité. Ils sont des observateurs avisés, voire des témoins privilégiés de tout ce qui s'y passe. Sous le regard attentif du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, cette rentrée judiciaire a été l'occasion de souligner l'importance de travailler avec engagement et détermination pour rétablir la confiance des citoyens en l'appareil judiciaire. Armel Jorimbogo Dinakuso a suivi pour nous cette cérémonie en début de semaine. Quel a été le point d'orgue de cette cérémonie?
Il faut noter que dans son discours d'ouverture, la représentante du ministère public, Henriette Mengue, commissaire générale à la loi, a attiré l'attention du gouvernement et du Parlement sur la question de l'applicabilité de la loi, problématique à laquelle le Conseil d'État a fait régulièrement face lorsque, faute d'adoption par le gouvernement de textes complémentaires, les citoyens le saisissent pour entrer dans leur bon droit. Le premier président du Conseil d'État, Martin Akenenge, a quant à lui rendu un hommage appuyé au corps judiciaire après avoir rappelé le contexte des violences post-électorales qui a intensifié le travail des juges des tribunaux correctionnels. Insistant sur le devoir de réserve, de neutralité et d'impartialité des juges dans un état de droit que le chef de l'État s'est engagé à préserver et à renforcer, Martin Akenenge a souligné la disponibilité de l'institution judiciaire à contribuer à atteindre les objectifs assignés à la justice publique pour le bonheur de tout le peuple gabonais au nom duquel la justice est rendue. Alors Judith Koindo, le calendrier judiciaire, comme à l'accoutumée, a donc été respecté. Ah oui, Carnot aussi, chaque année, elle se déroule au début du mois d'octobre. Cette année, l'audience solennelle avait une saveur particulière. En effet, elle fut la première sortie officielle du nouveau président qui a assisté en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Comme vous l'avez souligné, Carnot, au début de ce fait, pour l'occasion, Ali Bongo Ondimba a été accompagné du nouveau Premier ministre, Emmanuel Issosé Ngondé, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Alexis Boutamba, premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, nommé au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Toutes ces hautes personnalités ont été interpellées par la représentante du ministère public, Henriette Mengue, commissaire générale à la loi, sur la question de l'applicabilité de la loi. Selon elle, le Conseil d'État fait régulièrement face à cette problématique lorsque, faute d'adoption par le gouvernement de tests complémentaires, les citoyens le saisissent pour rentrer dans leur bon droit. Au regard donc du déroulement de la cérémonie, 8 Carnot, ce calendrier a été respecté. Absolument. Quelles ont été les perspectives fixées par cette rentrée solennelle, Armel Joembogo? Il faut dire, Carnot, qu'on se souvient déjà que lors de cette cérémonie solennelle, le premier président du Conseil d'État, Martin Akenenge, avait demandé au chef de l'État de prendre toutes les initiatives afin de ramener la sérénité dans le pays. Il avait à ce propos souligné, je cite, « Les juges constatent que malgré votre proclamation en s'adressant au chef de l'État comme président élu et votre prestation de serment, les tensions demeurent vives. La cohésion et l'unité nationale restent encore menacées. C'est pour cela que le corps judiciaire vous encourage dans le sens de toutes les initiatives que vous avez décidé d'entreprendre en vue d'un retour à la paix véritable et durable dans notre pays. » Fin de citation. S'adressant au chef du gouvernement et à son équipe, en faisant référence à l'article 30 de la Constitution, le Conseil juridique de l'État avait rappelé que les projets de loi, d'ordonnance et de décrets réglementaires ne sont délibérés en Conseil des ministres qu'avec l'avis du Conseil d'État. Un rappel a également été fait, Carnot, que le Conseil d'État est un maillon indispensable et incontournable dans l'action du gouvernement, d'où l'intérêt d'en faire le meilleur allié plutôt que de s'en méfier et de le considérer comme un obstacle. Soulignons toutefois que ce rappel intervient dans un contexte où de nombreuses récriminations ont souvent été faites quant à la légalité de certaines décisions et projets de loi de l'exécutif. Rentrée judiciaire donc à Libreville en début de cette semaine. Place donc au travail pour nos amis de la justice. Le fait de la semaine nous maintient au Gabon. 3e édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. L'événement a bien vécu à Libreville sous le nom d'Octobre Rose. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille annonçait un objectif de 12 000 femmes dépistées en 2016 au Gabon. Nos reporters étaient allés voir le déroulé de la manifestation. Les cancers du col de l'utérus et du sein les plus fréquents constituent un problème de santé publique au Gabon. Le dépistage étant gratuit, sans douleur et sans risque, il importe pour les personnels de santé de sensibiliser la population pour cette 3e édition pour laquelle l'objectif est bien déterminé. C'est faire la promotion du dépistage, c'est faire la promotion de la médecine préventive en passant par le cancer du col de l'utérus. Et l'objectif majeur sur le plan mondial d'Octobre Rose, c'est le cancer du sein. Mais comme je disais tantôt, nous intégrons les autres cancers, notamment le col, et éventuellement, nous sensibilisons les hommes dans la foulée. Et toute
les âges et tous les sexes du Gabon pour comprendre que le cancer est un problème sur lequel nous n'allons pas attendre qu'on soit à des chiffres énormes. D'où l'importance de se faire dépister en se rendant dans les structures sanitaires, car une détection précoce offre un réel espoir aux malades quant à leur prise en charge. Je souffre de cancer de l'utérus. Je nous viens ici. Alors, pour ça, je sens mieux. Pour cela, je ne sens plus comme j'étais, rien. Sauf ce qui me gêne, c'est le marché là et les deux reins et le pied là. Je me porte bien. Outre les structures sanitaires dédiées aux malades du cancer, la Maison d'Alice, grande nouveauté pour cette année, accompagne également les malades. L'objectif de la Maison d'Alice, il est d'abord d'accueillir et d'héberger des patients qui sont en traitement à l'Institut de cancérologie, qui sont atteints du cancer et qui viennent soit de zones assez reculées ou qui sont sans ressources, sans solution en fait d'hébergement. Parce qu'il faut savoir que les traitements contre le cancer sont parfois très longs, peuvent se dérouler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc ça peut être très coûteux pour un patient. Donc il y a d'abord l'hébergement qui se fait. Ensuite, au-delà de l'hébergement, il y a l'accompagnement. L'accompagnement psychologique, ce sont souvent des traitements très difficiles d'un point de vue psychologique. Un accompagnement social, parce que évidemment ça demande par exemple des démarches administratives, par exemple une prise en charge sociale plus globale. Et puis c'est également un accompagnement au niveau bien-être. La réussite de ces précédentes éditions a permis de dépister près de 27 600 femmes depuis 2014. Armel Joe Mbongo, cette manifestation a-t-elle eu l'écho attendu à Libreville? Carnot, il faut d'abord dire que l'année 2016 marque la troisième célébration d'Octobre Rose au Gabon et la 23e année dans le monde. Et que cette célébration tourne autour du cancer qui frappe plus de 14 millions de personnes, hommes et femmes, à travers le monde. Une campagne d'information, de sensibilisation a donc été menée au Gabon à cet effet. Elle s'est adressée à l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais car le cancer est l'affaire de tous. Pour cette année 2016, les activités de détection précoce ont été lancées en même temps dans 48 centres médicaux et hôpitaux à travers le pays. Donc oui, Carnot, cette manifestation a bel et bien trouvé son écho. Alors, Judith Kondo, pour cette année 2016, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a mis l'accent sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus, c'est bien cela? Oui, Carnot, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, par la voix d'Erwan Legrand, représentant de la présidente de la dite fondation, en lançant la 3e édition d'Octobre Rose, a effectivement mis un accent tout particulier sur le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes dont l'âge varie entre 25 ans et plus. Il faut dire ici que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a ciblé 12 000 femmes à sensibiliser cette année, comme vous l'avez souligné. La campagne de sensibilisation, d'information et de conseil qui a démarré le lundi 3 octobre dernier devra s'achever le 30 octobre prochain. Elle vise entre autres objectifs à informer les populations, notamment les femmes, sur l'impérieuse nécessité de se faire dépister pour prévenir le cancer du sein et du col de l'utérus. Comme nous l'avons dit tantôt, car le cancer, et on le dira jamais assez, est une maladie très dangereuse que les médecins eux-mêmes qualifient de tueuse silencieuse. Les cancers du sein et du col de l'utérus prennent des proportions inquiétantes au Gabon. En 2015, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba avait dénombré 950 personnes atteintes de lésions précancéreuses et même si 308 patientes ont été traitées à ce jour et sont guéries de la maladie, le reste des patientes continuent le suivi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, tout cela à l'Institut de cancérologie d'Angondé au nord de Libreville. Notons que c'est pour mieux mener ces actions sociales que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille s'est dotée d'une maison de vie qui est dénommée la Maison d'Alice, installée à proximité du centre hospitalier régional d'Angondé. Cette structure est destinée à héberger les patients durant leur traitement ambulatoire. Elle est également chargée d'améliorer les conditions sociales et psychologiques affectives des patients afin
de diminuer les abandons des patients et d'augmenter le taux de guérison. Judith Koindo, vous allez encore nous parler de la maison d'Alice dans quelques instants. Le temps de poser cette question à Armel Joe Mbogo. Au cours de ces manifestations, une conférence de presse a été tenue pour la circonstance par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. De quoi en a-t-il retourné? À travers cette conférence de presse, Carnot, tenue effectivement, comme vous le disiez, à la maison d'Alice, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille avait tenu à présenter aux médias les objectifs de cette nouvelle campagne de sensibilisation afin que les journalistes, à leur tour, servent de relais. Pour cette troisième édition, la sensibilisation, l'information du grand public et l'accompagnement des femmes a constitué les principaux piliers d'Octobre Rose. Fidèle à son credo, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a vivement encouragé les femmes à se rendre massivement dans les différents centres de santé présents dans les 5 provinces retenues. Il s'agit entre autres de 19 structures dans l'estuaire, 7 dans le Haut-Lantem, 15 dans le Haut-Ogooué, 6 dans le Ogooué maritime et 1 seulement dans le Moyen-Ogooué, en l'occurrence l'hôpital Albert Schweitzer. Près de 200 médecins, Carnot, il faut le souligner, gynécologues, sages-femmes et infirmiers sont mobilisés au service des populations afin de garantir un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette conférence de presse s'est donc terminée par une visite guidée de la maison d'Alice qui venait juste d'ouvrir ses portes aux malades atteints du cancer. Et elle accueille déjà en son sein des malades venant de l'intérieur du pays, économiquement faibles et qui ont des difficultés de logement. Il faut donc préciser que le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus est un acte gratuit, simple, sans douleur et sans risque. Détecté plus tôt, 80% des cancers peuvent donc être guéris. Alors Judith Koindo, vous avez parlé de la maison d'Alice. Armel Joe vient aussi de souligner son existence. Est-ce à dire que sa mise sur pied est récente, cette maison d'Alice? Oui, sûrement, Carnot. C'est en 2014 que les travaux de la maison d'Alice ont été lancés par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Et les patients prioritaires sont essentiellement les femmes et les enfants atteints d'un cancer. Les patients venant de régions éloignées, les patients économiquement faibles, comme nous l'avons signalé. Cependant, un membre de la famille pourrait aussi être hébergé pendant le séjour du malade. Merci Judith Koindo pour ces précisions sur la question santé de la semaine dans cette émission 77 News. Place à présent aux faits politiques de la semaine sur le continent. D'abord, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien a présenté ce mercredi 5 octobre le projet de nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Il a confirmé ainsi la création d'un Sénat et du poste de vice-président. De son côté, l'opposition continue de dénoncer une dérive monarchique du pouvoir alors que Mamadou Koulibaly, le président du Leader, avait été brièvement arrêté dans la matinée de mercredi avant d'être relaxé. Suivons ce reportage. Tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de ce projet de nouvelle constitution présenté par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara devant les députés. Nous avons dû parer au plus urgent, à savoir le retour de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la normalisation institutionnelle, le redressement économique. L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité. Pour le numéro 1 ivoirien, ce projet de nouvelle constitution apporte des innovations considérables. Le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises, afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. C'est un projet de nouvelle constitution qui prévoit également que le mandat du président de la République soit de 5 ans renouvelable une seule fois. Il supprime certains verrous constitutionnels, tels que la limite d'âge maximale de 75 ans pour être candidat. Les partis politiques membres de l'Alliance des forces démocratiques menée par Pascal Affi-N'Guessan ont organisé hier samedi une marche de protestation pour dire non à la nouvelle constitution. Initialement prévue le mercredi 5 octobre, date de la présentation du projet, cette marche avait été reportée après une rencontre entre le président du Front populaire ivoirien et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Alors Armel Joe Mbogo, cette marche, elle s'est bien tenue?
Oui, Carnot, cette marche s'est bel et bien tenue hier. Derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non à la constitution de Ouattara », les partisans de l'AFD ont tenu à crier leur désaccord au projet de la nouvelle constitution souhaitée par le chef de l'État ivoirien. Pascal Affi N'Guessan est arrivé vers midi et a immédiatement pris la tête d'une marche dans les environs de la place des Martyrs. En réalité, le leader de l'opposition espère que cette manifestation et d'autres à venir conduiront au retrait pur et simple de ce projet de constitution. Pascal Affi N'Guessan ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Le patron du FPI a en effet tenu à rappeler aux militants que l'enjeu de cette lutte est la souveraineté du pays. Mieux, il juge que, et je le cite d'ailleurs, la dictature d'Alassane Ouattara est flagrante. C'est d'ailleurs le point de vue de l'ensemble des membres de l'AFD. Son porte-parole a déploré le fait qu'au XXIe siècle, on conçoit encore une constitution dans les bureaux pour l'imposer à une assemblée nationale et au peuple. Outre l'AFD, le collectif de l'opposition démocratique, le CODE, lui aussi, a affirmé son opposition à l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne, appelant les électeurs à voter non lors du référendum prévu le 30 octobre prochain. Bamba Morifié, son porte-parole, affirmait dans une déclaration télévisée que nous avons déjà eu l'occasion de vous exprimer notre opposition à ce projet de constitution tant que le plan de la procédure de sa mise en œuvre que du fond. Nous reprochons le contenu. Le président Ouattara propose un régime tricéphale, il faut le noter, avec un ticket président de la République, vice-président d'une part et Premier ministre d'autre part. Nous lançons un appel au peuple ivoirien pour aller voter non à cette constitution. C'est vous dire combien les avis sont partagés sur cette question en Côte d'Ivoire. Absolument, les avis sont partagés sur la question de cette nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Judith Koindo, quelles sont les questions essentiellement posées par ce projet de constitution? Oui, Carnot, plusieurs questions sont soulevées par rapport à ce projet de constitution et les interprétations des uns et des autres vont bon train. Par exemple, les non-nationaux ne seront plus propriétaires de terres dans le domaine rural. Cette disposition inscrite dans l'avant-projet de constitution et les Ivoiriens sont plutôt interrogatifs sur le sens à donner à cette loi. Et pour les rassurer, le président du comité des experts, Ouraga Obrou, l'a signalé ce samedi à la presse au cours d'une rencontre en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en disant que ce n'est pas parce que nous accueillons que nous allons nous dépouiller de nos biens les plus précieux. Les non-nationaux peuvent louer les terres, ils ne sont pas juridiquement propriétaires. Mais cependant, il a précisé qu'elle ne s'appliquera pas aux non-nationaux et qui ont déjà acheté des terres dans le domaine rural, la loi n'étant pas rétroactive. Le professeur Ouraga Obrou invite donc ses compatriotes à ne pas s'attaquer à ces personnes qui ont légalement acquis leurs terrains ruraux. Le projet de constitution de la Troisième République ivoirienne porte aussi la question de la nomination du vice-président de la République. Armel en a parlé tantôt. De tout temps, Carnot, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de vice-président. Selon les initiateurs de la loi, celui-ci pourrait assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Le professeur Ouraga Obrou a soutenu ce dernier sera nommé par le président dès le vote de la Constitution. Et puis, il y a la proposition de faire sauter le verrou de la limitation d'âge des candidats à la présidentielle. Face à cette disposition, de nombreux observateurs pensent que l'actuel chef de l'État ou son aîné Henri Konan Bédié pourrait caresser l'ambition de se présenter en 2020. Caresser l'ambition de se présenter en 2020 pour la prochaine élection présidentielle, le doute est légitime, en tout cas Judith, mais cela ouvre aussi la porte à d'autres potentielles candidatures qui auraient pu être frappées par la limitation d'âge, comme celle de Simone Gbagbo ou Laurent Gbagbo, si éventuellement ces derniers arrivaient à être élargis de leur emprisonnement. Alors Armel Joé Mbogo, on imagine que les états-majors et partis politiques de la galaxie RHDP sont tous en pleine ébullition. Oui, Carnot, absolument. Et c'est déjà le branle-bas, n'est-ce pas, de combat sur le terrain. Naturellement, les partisans du oui sont issus du RHDP. Par exemple, Mme Keita Koura Bakayoko, la députée de la commune de Boisflé, dans le centre-ouest du pays, a invité hier les femmes de sa circonscription à voter oui au référendum constitutionnel prévu fin octobre. Vous devez voter cette nouvelle constitution parce que notre pays a besoin de stabilité et c'est notre nouvelle constitution qui peut nous la donner, a
a-t-elle souligné. Selon la parlementaire, l'initiative du président de la République consistant à doter le pays d'une nouvelle constitution doit être soutenue par tous les Ivoiriens parce qu'elle permettra, a-t-elle ajouté, de garantir la paix dans le pays. La nouvelle constitution proposée par Alassane Dramane Ouattara aura donc le mérite, selon les tenants de cette constitution, de garantir la paix et la sécurité. Judith Koindo, le timing semble, lui, plutôt serré pour l'adoption de ce projet de constitution et les choses semblent aller à marche forcée, si on peut dire. Oui, Carnot, c'est ce mardi d'ailleurs, 11 octobre, que les 250 députés du Parlement ivoirien voteront ce avant-projet d'une nouvelle loi fondamentale avant de transmettre au gouvernement. C'est vous dire si les choses vont vite. La Commission des affaires générales et institutionnelles a adopté dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2016 l'avant-projet d'une nouvelle constitution ivoirienne. Ce texte qui sera présenté à l'ensemble des députés puis en référendum a été validé à l'unanimité par ces honorables membres de la CAGI. Voilà. Il n'y a pas eu d'amendement majeur apprenant que, effectivement, durant les séances de travail, certains députés ont manifesté leur désaccord sur plusieurs points. En l'occurrence, l'honorable député PDCI Kodjo Kwanambertin qui a fini par claquer la porte de l'hémicycle encore une fois. Le projet ne fait pas l'unanimité. Or, selon le chef de l'État, ce texte va instaurer un nouveau contrat social qui doit permettre de pérenniser la stabilité et la paix dans le pays. Il veut surtout en finir avec l'ivoirité, stipulée dans l'article 35 de la Constitution actuelle, un article utilisé par les détracteurs d'Alassane Ouattara pour affirmer qu'il ne pouvait pas être président. Le texte proposé stipule que le candidat doit être exclusivement nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine et non plus de père et de mère, évidemment. Cela ne passe pas auprès des soutiens de Laurent Gbagbo et de certains ténors de la classe politique ivoirienne. Absolument, c'est les ténors de la classe politique ivoirienne sont eux aussi dans la rue depuis quelque temps pour dénoncer cette proposition, ce projet de constitution proposé par Alassane Dramane Ouattara. Nous aurons tous nos projecteurs braqués sur Abidjan dans les tout prochains jours pour voir le dénouement de cette affaire, puisque le 30 octobre prochain, les populations ivoiriennes sont appelées à un référendum pour dire oui ou non si on devrait adopter cette nouvelle constitution. Autre fait politique de la semaine sur le continent, la majorité et l'opposition ont entamé des négociations directes en République démocratique du Congo malgré les divergences sur le calendrier proposé par la commission électorale qui prévoit d'organiser l'élection présidentielle en novembre 2018. Les discussions depuis lundi portent essentiellement sur la date du scrutin présidentiel qui doit être rapprochée selon l'opposition mais maintenue à 2018 de l'avis des représentants de la majorité présidentielle. La classe politique se dirige-t-elle dans une impasse? Je vous propose de regarder ce reportage, on revient sur le plateau. La convocation de l'électorat pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales en une seule séquence interviendra en novembre 2017, a déclaré à la presse Corneille Nahanga, président de la CENI, rendant compte de sa présentation aux participants au dialogue national qui se tient depuis le 1er septembre à Kinshasa et qui est censé baliser la voie à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Cette convocation coïncidera également avec l'inscription des candidatures. Devant la plénière du dialogue, le président de la CENI a précisé que la commission doit disposer de 504 jours à partir du 31 juillet 2017 pour faire face aux contraintes techniques liées à l'organisation simultanée de la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, une proposition que rejette l'opposition car pour elle, cette proposition retarde la tenue de la présidentielle. Évoquant l'expérience de la CENI en 2006 et en 2011, Jean-Lucien Boussard, porte-parole de l'opposition au dialogue national, a réagi en précisant que les experts de l'OIF et de l'ONU sont clairs là-dessus. Il faut à la CENI 6 mois maximum après le 31 juillet 2017 pour organiser les 3 scrutins. Évoquant l'expérience de la CENI en 2006 et en 2011, Jean-Lucien Boussa, porte-parole de l'opposition au dialogue national, a réagi en précisant que les experts de l'OIF et de l'ONU sont clairs là-dessus. Il faut à la CENI 6 mois maximum après le 31 juillet 2017 pour organiser les 3 scrutins. Dans un message intitulé pour la RDC, je ne me tairai pas, la conférence épiscopale nationale du Congo, en abrégé CENCO, a exhorté la majorité et la frange de l'opposition qui boude le dialogue à poser des actes de grandeur qui débloqueraient la situation en acceptant la création d'un cadre inclusif en vue de la mise en commun des positions des uns et des autres.
Alors, comment faire pour sortir la République démocratique du Congo de l'impasse politique? Les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine, sous la facilitation du diplomate togolais Edem Kodjo, sont au moins d'accord pour une transition de 2 ans au minimum, le temps qu'elle juge nécessaire pour préparer des élections crédibles et apaisées. Alors, Armel Jorimbogo, malgré tout, un projet d'accord est sur le point d'être signé par les participants au dialogue. Quel est ce projet d'accord? Quel est-il? Carnot, le projet d'accord politique que toutes les composantes au dialogue s'apprêtent à signer prévoit que la frange de l'opposition menée par Vital Kamerhe occupe la primature. Les participants essayent de se tailler un accord sur mesure dans lequel ils ont décidé que les animateurs des institutions de la transition conservent le droit de briguer des mandats aux prochaines élections à l'unique condition de démissionner 90 jours avant la tenue des scrutins. Mais le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement développe un tout autre discours. Réuni en conclave le mardi 4 octobre dernier à Limité, au siège de l'UDPS, les membres du rassemblement ont produit un cahier de charges qui exige la tenue d'un dialogue crédible, inclusif, mettant aux prises d'un côté le groupe de la Cité de l'Union africaine et de l'autre l'opposition tshisekidiste, katumbiste et autres. Une fois ce dialogue convoqué sous la facilitation d'un émissaire international autre qu'Edem Kodjo et n'opérant pas dans la région des Grands Lacs, le rassemblement va réclamer la démission du président de la République, Joseph Kabila, le 19 décembre 2016, suivi de la mise en place d'un régime spécial approprié. Alors Judith Koindo, on a parlé du facilitateur Edem Kodjo. Pourquoi cette facilitation doit-elle changer de main? Pourquoi recuser ce diplomate togolais? Carnot, il faut dire que le facilitateur, Edem Kodjo, a souvent été récusé par l'opposition congolaise qui dénonce en quelque sorte sa mollesse de la gestion de la crise. À la fin du mois de juillet dernier, il avait encore une fois été contesté lors d'un meeting populaire à Kinshasa par l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Cependant, le facilitateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue politique a toujours reçu le soutien total des ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa qui restent convaincus que l'organisation d'un dialogue national inclusif permettra d'ouvrir la voie à des élections apaisées en République démocratique du Congo. Dans tous les cas, le facilitateur togolais semble avoir gardé le capital confiance de l'Union africaine, ce que lui vaut de conduire jusqu'à ce jour les débats du dialogue national en République démocratique. Les débats du dialogue national qui se poursuivent donc malgré quelques réticences de part et d'autre de l'échiquier politique du pays. La grosse interrogation porte sur les élections. Laquelle sera-t-elle organisée en premier, avec quels moyens, etc. Quel est le calendrier de ces élections, Armel Jorimbogo? S'agissant de la séquence électorale, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et ses alliés ont pris position en faveur de la tenue le même jour de la présidentielle et des législatives. Avant d'y arriver, le fichier électoral devait être nettoyé et les opérations d'enrôlement des électeurs accélérées. Mais les politiciens qui se réunissent à la Cité de l'Union africaine hésitent pour des raisons techniques de dire exactement quand est-ce qu'aura lieu la cérémonie de passation de pouvoir entre les deux présidents, c'est-à-dire le sortant et le nouvel entrant. Entre-temps, la commission électorale de la RDC projette d'organiser la présidentielle fin 2018, arguant des contraintes logistiques pour justifier ce report. Il faut noter, Carnot, qu'il est possible que les deux schémas se neutralisent ou se télescopent. On parle de plus en plus d'une troisième voie constitutionnelle qui amènera le président du Sénat à la magistrature suprême. Il n'est toutefois pas exclu que les choses se décantent si un dauphin était signé, n'est-ce pas, dans le camp présidentiel. Dans le cas où la voie des élections devenait grandement ouverte, les dissensions pourraient apparaître dans tous les camps avec la rivalité autour de la candidature unique ou commune. Absolument. Il y a donc matière à regarder avec beaucoup d'attention la situation en République démocratique du Congo. Alors, Judith Koindo, qu'est-ce qui bloque réellement? Pourquoi on semble aller dans l'impasse? Alors, Carnot, pour les forces de l'opposition rangées derrière Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, le processus électoral est bloqué par la seule volonté de Joseph Kabila. Elle reproche, entre autres, au chef de l'État d'avoir confisqué des ressources publiques à des fins partisanes et d'instrumentaliser les forces de l'ordre et de sécurité.
et accuse le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et la Commission électorale nationale indépendante d'être devenus des simples bras séculiers du pouvoir en place. Par conséquent, le rassemblement promet d'intensifier des actions pacifiques amorcées le 19 septembre. Des manifestations qui avaient dégénéré en sanglants affrontements entre les militants de l'opposition et les forces de l'ordre. L'opposition demande d'ailleurs l'ouverture d'une enquête internationale pour établir les responsabilités de chacun. Établir les responsabilités de chacun. Alors, peut-être une dernière chose sur cette question du dialogue dans la République démocratique du Congo. Quelles conséquences pourraient-elles découler de ce bras de fer latent? Carnot, tirant les conséquences du probable glissement du calendrier électoral, les alliés de Tshisekedi appellent aussi à la démission immédiate de la CENI et du gouvernement pour leurs responsabilités dans l'impasse électorale actuelle. Le rassemblement accuse également Joseph Kabila de n'avoir pas joué son rôle de garant de la Constitution pour permettre la tenue des scrutins dans les délais. Le camp de Tshisekedi estime par ailleurs qu'il est devenu nécessaire de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Autrement dit, le rassemblement préconise une période transitoire sans Kabila à la tête du pays après le 19 décembre, date de la fin de son second mandat. Si, par défi, il demeure néanmoins au pouvoir, au lendemain de cette date, Joseph Kabila aura commis un parjure et une violation internationale intentionnelle de la Constitution de la République constitutive de haute trahison. Selon le rassemblement, dans cette hypothèse, ce dernier appellera le peuple congolais à ne plus reconnaître l'autorité de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Là encore, on va regarder avec beaucoup d'attention la situation en République démocratique du Congo. Nous restons dans la région des Grands Lacs pour aborder le fait juridique de la semaine. Le Burundi a entrepris de se retirer de la Cour pénale internationale, une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'Organisation des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. La décision émane du gouvernement burundais, alors que le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies avait annoncé le 30 septembre l'ouverture d'une enquête visant notamment 12 personnalités du régime, dont le numéro 2 du pouvoir, le général Alain-Guillaume Bunyoni, soupçonné d'avoir joué un rôle dans la commission des crimes depuis le début de la crise actuelle en avril 2015. On regarde le reportage. Nous avons pris cette option de nous retirer de la CPI. Le projet de loi va maintenant être envoyé au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. C'est une partie de la déclaration du premier vice-président du Burundi en présence des médias. Une semaine après l'ouverture d'une enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015, la nation dirigée par Pierre Nkurunziza a entrepris une procédure visant à aboutir à leur départ de cette instance judiciaire internationale. Malgré l'enquête lancée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU visant 12 personnalités du régime soupçonnées d'avoir joué un rôle dans la commission de crimes depuis le début de la crise, les autorités burundaises semblent déterminées à poursuivre cette procédure. La Cour pénale internationale ne peut pas enquêter de sa propre initiative sur un pays non membre, mais elle peut le faire si le Conseil de sécurité de l'ONU l'y autorise, comme ce fut le cas pour le Darfour en 2005 et la Libye en 2011. De plus, le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, stipule que le retrait prend effet une année après la date à laquelle la notification a été reçue. Alors Judith Koindo, qu'est-ce qui a décidé Bujumbura à sortir de sa réserve et prendre une décision aussi grave ? Alors quand je reviens sur cet extrait, nous avons pris cette option de nous retirer de la CPI. Le projet de la loi va maintenant être envoyé au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. Ceci est un extrait de la déclaration de Gaston Sidimo, premier vice-président du pays, prononcé vendredi. En fait, ce qui est mis en cause ici, c'est la décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 30 septembre d'ouvrir une enquête visant 12 personnalités du régime soupçonnées d'avoir joué un rôle dans la commission de crimes depuis le début de la crise en avril 2015. Parmi eux, le numéro 2 du pouvoir, le général Alain-Guillaume Bunyoni. Naturellement, cette procédure n'est pas du goût des autorités burundaises qui crient au complot. Alors, Armel Djouré, est-ce qu'il faut s'étonner du déroulement de cette procédure quand on regarde le déroulement de la crise même dans le pays ?
Carnot, il faut savoir que la procureure de la CPI avait elle-même lancé en avril dernier un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols, notamment dans ce pays de la région des Grands Lacs, tandis que le 20 septembre, un rapport de l'ONU avait accusé Bujumbura d'être responsable de graves violences des droits systématiques et constantes. Ce rapport avait par ailleurs mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. On se rend parfaitement compte qu'il s'agit d'un complot de la communauté internationale qui vise à faire du mal au Burundi, avait affirmé le premier vice-président, évoquant la pression exercée, selon lui, par l'Union européenne sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Se faisant l'écho de critiques récurrentes de certains pays africains contre la CPI, Gaston Sindimoué a estimé vendredi dernier que la CPI était un moyen politique utilisé par la communauté internationale pour opprimer les pays africains. Alors Judith Koindo, dans ces conditions, la CPI aura-t-elle encore la possibilité de poursuivre ses enquêtes et donc sa procédure dans une telle situation juridique? Carlo, d'abord, il faut dire que cette prise de position montre le durcissement du pouvoir et aussi son déni par rapport aux graves exactions qui sont en train d'être commises dans le pays. Mais ce dont il faut s'assurer, c'est qu'un retrait du Burundi de la CPI ne lui permettrait pas de soustraire à la justice internationale. Le statut de Rome, et vous l'avez fort bien indiqué dès l'entame de cette émission, traité fondateur de la CPI, stipule en effet que le retrait prend en effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue. Donc il faut attendre 12 mois. La CPI ne peut certes pas enquêter de sa propre initiative sur un pays non membre, mais elle peut le faire si le Conseil de sécurité de l'ONU l'y autorise, comme ce fut le cas pour le Darfour en 2005 et la Libye en 2011. Absolument, le Darfour et la Libye ont été frappés par des résolutions prises par l'Organisation des Nations Unies pour les enquêtes de la CPI, alors que ces pays n'étaient pas tout à fait d'accord pour que des missions puissent entrer sur leur territoire pour enquêter. Le Burundi est plongé dans une crise profonde depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année au terme d'une élection boycottée par l'opposition. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays, qui sombre également dans une grave crise économique. Alors, Armel Jorimbogo, que pensent les ONG de défense des droits de l'homme du retrait du Burundi de la CPI? Pour les organisations non gouvernementales, c'est un signe très négatif de la part du gouvernement burundais qui réagit très durement dès que les organisations critiquent les multiples violations des droits de l'homme qui ont cours, n'est-ce pas, au Burundi. C'est du moins ce que pense le représentant spécial de l'Afrique ONG Human Rights Watch. Le représentant spécial qui a été véritablement incisif contre le Burundi, qui est donc le premier Africain à franchir cette étape. En janvier dernier, certains pays africains, sur une proposition du Kenya soutenue par le Tchadien Idriss Déby Itno, alors président en exercice de l'Union africaine, avaient fait part de lors du sommet de l'UA, de leur intention de quitter la CPI. Ces pays estiment que la CPI ne cible que les dirigeants africains. Nous allons l'observer là aussi. Le premier fait économique de la semaine sur le continent africain, la Côte d'Ivoire a lancé samedi 1er octobre, lors de la journée mondiale du cacao, un label origine Côte d'Ivoire, Cacao Ivoire. Ce label se présente sous la forme d'une marque collective communautaire qui sera portée par l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le Conseil du café cacao et par le syndicat du chocolat de France. Vous avez compris, nous sommes dans le fait économique reportage. La Côte d'Ivoire a désormais son label de cacao. Le pays vient de mettre sur pied un label Origine Côte d'Ivoire dans le but de mieux valoriser son cacao. Selon Mamadou Sangofoya Koulibaly, ministre de l'Agriculture, ce label a pour objectif d'informer le consommateur sur la qualité du cacao ivoirien. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Avec ce label, le ministre de l'Agriculture espère avoir le même succès mondial que le café de Colombie. Les consommateurs connaissent d'autres origines dont les goûts sont en dessous d'une autre. Il était temps de remettre les choses à leur place. Cette valeur n'a jamais été captée par le producteur ivoirien, souligne Mamadou Sangofoya Koulibaly.
Selon la Banque mondiale, le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des emplois directs et indirects et des revenus de la population. Par ailleurs, lors de son discours d'ouverture de la manifestation, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a rappelé que le président Alassane Ouattara avait fixé comme objectif de passer d'un taux de 33% de transformation des fèves en Côte d'Ivoire à un taux de 50% en 2020 pour avoir plus de valeur ajoutée. Les premiers logos du label devraient apparaître sur des chocolats en 2017, a confié le ministre de l'Agriculture. Alors Judith Kondo, à quoi servira ce label au premier producteur mondial de cacao? Oui, Carnot, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que ce label a été lancé lors de la Journée mondiale du cacao. L'objectif, valoriser et redynamiser la filière. C'est en vue de la promotion et de la valorisation du cacao origine Côte d'Ivoire que le label a été créé. Il s'agit du label Cacao Ivoire et qui sera opposé sur les produits confectionnés avec du cacao ivoirien. Les premiers logos devraient apparaître en 2017 sur tous les produits dérivés du cacao made in Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, Carnot, ce label permettra non seulement de faire connaître davantage le cacao ivoirien dans le monde entier, mais surtout de faire valoir le travail accompli par les producteurs. Vous l'avez si bien dit, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et il faut le préciser avec plus de 40% de la production mondiale. En Côte d'Ivoire, plus de 7 millions de personnes vivent directement ou indirectement de la filière cacao qui contribue à hauteur de près de 20% au produit intérieur brut du pays, Carnot. Alors, les exportateurs locaux sont inquiets à propos de l'augmentation du prix aux producteurs de cacao. Quelles sont les conséquences d'une telle hausse sur ces derniers Car nous disons que l'augmentation du prix aux producteurs du cacao stabilise les exportateurs locaux. Pour la campagne 2016-2017, les exportateurs vont toucher en effet 1100 francs contre 1000 francs CFA lors de la dernière campagne. Et cette hausse du cacao de 10% a provoqué une certaine réticence pour les banques qui ne souhaitent pas augmenter les lignes de crédit accordées aux exportateurs locaux de cacao. Disons que le fait d'augmenter le prix du producteur a un impact mécanique sur la possibilité du crédit de banque de campagne. C'est d'ailleurs le crédit de campagne qui, la plupart du temps, n'est-ce pas, est misé sur les stocks. Donc, c'est par rapport à cela que les sociétés financent leurs activités au niveau du café cacao. Pris au dépourvu par cette hausse, les exportateurs locaux souhaiteraient une augmentation qui se situerait entre 10 et 12% du crédit qui leur a été initialement accordé par les banques afin de pouvoir garantir les volumes de cacao qu'ils ont acquis sur le Conseil Café Cacao. Alors Judith Kondo, il y a également le projet de création d'une université spécialisée qui devrait amener les autorités ivoiriennes à améliorer les questions liées au cacao. Quelle est l'ambition de cette future université et des autorités ivoiriennes? Oui, Carnot, effectivement, l'annonce a été faite. L'annonce de la création de cette nouvelle université a été faite par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sango-Foya Coulibaly, le samedi 1er octobre, lors de la 3e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. L'Université régionale du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire ambitionne d'être un centre d'excellence pour l'Afrique, reposant sur une étroite association entre la recherche et l'innovation, la production, la commercialisation, les secteurs privés, agroalimentaires et financiers, avec un rayonnement intégrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La mission de cette université sera d'offrir une formation et des recherches de haute qualité aux fins de maintenir et améliorer la productivité et les revenus des producteurs de cacao, de structurer la filière en créant davantage la valeur ajoutée et d'emploi ainsi que de promouvoir la consommation des produits dérivés au plan national et sous-régional. Alors Judith Kondo, est-ce qu'on peut dire que la filière, le cacao, la filière cacao ivoirienne connaît une nouvelle reconstruction aujourd'hui? Oui, Carnot, Pascal.
qu'après des années de libéralisation, les producteurs locaux bénéficient désormais d'un prix garanti. Le pays fournit 40% du cacao mondial, loin devant le Ghana, le deuxième fournisseur du marché. Initié par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, il y a 3 ans, les journées nationales du cacao sont un très gros événement en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le cacao est une ressource essentielle du pays, premier producteur mondial avec 40% des tonnages devant le Ghana avec 20%. C'est la deuxième source de rentrée fiscale après le pétrole, 15% du produit intérieur brut et 50% des recettes à l'export. Un enjeu considérable, il faut le dire, dans un pays où le gouvernement souhaite stopper l'exode rural qui vient grossir les ghettos urbains. Des PME comme la multinationale Nestlé sont présentes à ces journées, certaines sous la houlette du syndicat du chocolat français, car il faut le préciser, les 3/4 du chocolat consommé en France sont d'origine ivoirienne ou ghanéenne. Tous ces représentants au niveau de la 3e édition de la Journée nationale de chocolat et de cacao espèrent profiter de la stabilité politique et monétaire actuelle pour approfondir la réforme engagée depuis 4 ans par Alassane Ouattara et relancer la production, même si la campagne écoulée a vu plonger la production de 17% en 2015 et 2016 en raison d'une sécheresse exceptionnelle suivie de longues semaines de pluie. Alors, une dernière question sur ce sujet de la Côte d'Ivoire, Judith Koindo, puisque vous êtes la spécialiste des questions économiques au sein de notre rédaction. Une dernière question donc, quelle est la place de l'Afrique dans la production mondiale de matières premières agricoles aujourd'hui ? Alors Kano, si l'on prend seulement l'exemple des pays africains producteurs de cacao et de café, l'Afrique domine la production mondiale de fèves et de cacao avec 3 de ces pays dans le top 5 mondial. La Côte d'Ivoire est le leader mondial de production de cacao. Elle a produit 1,75 million de tonnes lors de la saison 2014-2015. Elle est secondée par le Ghana, dont la production fut de 696 000 tonnes. 5e producteur mondial de cacao, le Cameroun produisit 230 000 tonnes de cacao, à peine mieux que le Nigeria, classé 7e mondial dont la production fut de 210 000 tonnes. La culture du café en Afrique est quant à elle dominée par l'Éthiopie, 5e mondial avec 6,5 millions de tonnes produite lors de la saison 2015-2016. L'Ouganda, 8e mondial, il produit 3,8 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire, 15e mondial avec 417 000 tonnes, avec respectivement 900 000 et 840 000 tonnes. La Tanzanie et le Kenya occupent les 16e et 19e places au classement mondial des pays producteurs de café. Donc vraiment, Carnot, l'Afrique est largement au devant de la scène. L'Afrique est largement au devant de la scène. Merci Judith Koindo pour ces précisions en ce qui concerne la production de café et cacao sur le continent africain. Autre fait économique, les autorités congolaises, la République du Congo, ont affirmé en début de semaine qu'elles envisageaient un passage du taux de croissance du PIB évalué à 2,6% en 2016 à 3,4% l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017, même si les perspectives ne sont pas entièrement bonnes pour Brazzaville, qui a également dit prévoir une réduction du budget 2017 de l'ordre de 24,3% du fait des incertitudes liées aux cours mondiaux du pétrole. Je vous propose de regarder ce reportage, on se retrouve sur le plateau. Les autorités congolaises sont optimistes par rapport aux prévisions de la croissance. Elles sont notamment dues, d'après Brazzaville, à la mise en production de nouveaux blocs pétroliers. Néanmoins, les perspectives ne sont pas entièrement bonnes pour le Congo. Le pays prévoit une réduction du budget 2017 de l'ordre de 24,3% du fait des incertitudes liées aux cours mondiaux du pétrole. Il sera ainsi fixé à près de 4,7 milliards de dollars contre environ 6,8 milliards en 2016. D'après la Banque mondiale, les matières premières représentent près de 60% du PIB congolais et près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. En avril, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé à B- la note de solvabilité qu'elle attribue à la dette à long terme du pays. Et dans son dernier rapport sur le Congo, en septembre 2015, le Fonds monétaire international engageait Brazzaville à tenir compte de la durée de vie résiduelle
limitée des réserves pétrolières et de la persistance de faibles prix pour maîtriser son endettement en forte croissance. Le fonds appelait également le gouvernement à prendre des mesures pour réduire la pauvreté dans un pays de quelques 4 millions d'habitants où 60% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage. Alors Judith Koindo, question toute go, les perspectives économiques sont-elles bonnes pour Brazzaville actuellement? D'un côté, oui, Carnot, parce que la semaine dernière, les autorités du pays ont affirmé qu'elles envisageaient un passage du taux de croissance du produit intérieur brut évalué à 2,6% en 2016 à 3,4% l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017. Comme je l'ai relevé dans le reportage, ces prévisions optimistes sont dues, d'après les autorités congolaises, à la mise en production de nouveaux blocs pétroliers. Néanmoins, les perspectives ne sont pas entièrement bonnes pour Brazzaville, qui a également dit prévoir une réduction du budget 2017 de l'ordre de 24,3% du fait des incertitudes liées aux cours mondiaux du pétrole. Il sera ainsi fixé à près de 4,7 milliards de dollars contre environ 6,8 milliards en 2016. Il y a également l'agence de notation Standard & Poor's, vous l'avez souligné, en avril a abaissé à B- la note de solvabilité qu'elle attribue à la dette à long terme du pays. Le Fonds monétaire international appelle le gouvernement à prendre des mesures pour réduire la pauvreté dans un pays de quelques 4 millions d'habitants où 60% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage. Alors Judith Koindo, on sait bien que les questions du pétrole sont assez problématiques en ce moment à travers le monde. C'est vrai qu'on vient de découvrir quelques blocs pétroliers en République du Congo. Est-ce qu'avec le coût du pétrole, du baril du pétrole actuel, le Congo pourra véritablement engranger un bon bénéfice? Bon, ça dépend, c'est au niveau de la gestion. Si le pays gère bien son budget par rapport à ce prix de baril de pétrole, il pourra s'en sortir parce que le pays a beaucoup d'atouts au niveau de son pays avec d'autres matières premières. Si le pays cherche à décentraliser les choses, à diversifier son économie, à ne pas trop compter sur le pétrole seulement, je pourrais dire que les choses pourront aller mieux pour le Congo Brazzaville. Alors Armel Joembogo, est-ce que la République du Congo dispose de moyens solides pour bâtir une économie tout aussi solide? Oui, Carnot, bien évidemment, la République du Congo dispose de nombreux atouts pour bâtir une économie solide. D'ailleurs, Judith l'a souligné tantôt, améliorer le niveau de vie de sa population et tirer la croissance économique de la sous-région. Le pays détient d'importantes réserves de pétrole, il faut le souligner, de vastes forêts naturelles avec près de 22 millions d'hectares et une grande superficie de terres arables qui compte 10 millions d'hectares. Il possède également un réseau hydrographique très développé, un climat favorable à l'agriculture, des ressources minières et une biodiversité qui revêt une importance mondiale et contribue à lutter contre le changement climatique en régulant les gaz à effet de serre. À cela s'ajoute une position géographique stratégique en Afrique centrale avec une façade maritime de 170 km sur l'océan Atlantique et un port en eau profonde à Pointe-Noire dont pourrait bénéficier l'ensemble de la sous-région. Doté, Carnot, d'importantes ressources naturelles et abritant une population peu nombreuse, située essentiellement dans les trois plus grands centres urbains, la République du Congo a le potentiel de devenir une économie émergente dans les 15 ou 20 prochaines années, sous réserve, n'est-ce pas, que ces décideurs prennent les mesures et les actions adéquates. Absolument, les mesures et les actions adéquates, notamment en s'appuyant sur un développement tous azimuts de l'agriculture, par exemple. Oui, à l'exemple d'autres pays de la sous-région, comme le Gabon, comme le Cameroun, qui ont déjà emboîté le pas il y a déjà quelques années, qui ne comptent plus aujourd'hui que sur, n'est-ce pas, l'or noir pour véritablement s'asseoir sur le plan économique. Donc le Congo, je pense que va devoir aussi s'employer dans ce sens si naturellement et d'aventure elle ne veut pas perdre, n'est-ce pas, ce quota sur le plan économique africain. On a remarqué, Judith Koindo, néanmoins que la performance économique du Congo ces 3 dernières années ne lui a pas permis d'atteindre le niveau nécessaire pour réaliser les objectifs du développement fixés à l'horizon 2025.
Oui, Carnot, il est vrai qu'au cours de la décennie écoulée, son taux de croissance annuel moyen a été inférieur à celui des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Le pays reste fragile d'ailleurs et confronté à des défis considérables, un taux élevé de pauvreté et de chômage, comme je le disais d'ailleurs, de fortes inégalités de services publics dont l'ensemble peu accessible et peu efficace. Il y a également la situation politique du pays avec l'opposition qui conteste vigoureusement la nouvelle constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat à la prochaine élection. Cette dernière reste hostile au changement de cette constitution. Alors, quelle est la situation actuelle de l'économie du pays ? Alors, la performance économique, Carnot, du Congo au cours des 3 dernières années a été nettement inférieure au taux de croissance nécessaire pour atteindre les objectifs de développement fixés à l'horizon 2025. En 2015, l'économie congolaise a enregistré un taux de croissance de 3%. Les autorités sont parvenues à maîtriser l'inflation en 2012 à 0,9%, soit en dessous du plafond de 3% fixé par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le gouvernement a également décidé de ralentir le rythme des dépenses publiques en 2015 afin d'ajuster sa politique budgétaire à la chute du cours du pétrole. La croissance économique devrait rester modérée à moyen terme avec des prévisions de progression annuelle de 3% en moyenne sur la période 2016-2018. Alors, Amel Jorimbogo, concernant la dette à long terme du pays, a-t-elle varié ou pas entre 2015 et 2016 ? Il faut noter que compte tenu des prévisions à la baisse du PIB nominal entre 2016, le ratio dette publique PIB devrait dépasser 50% cette année 2016. Globalement, le déficit de la balance courante devrait s'établir à 17%. L'économie demeure vulnérable, Carnot, à des chocs exogènes tels que la volatilité des prix du pétrole ainsi qu'au retard dans la production minière. Des risques internes persistent également, mais on a toutefois remarqué, n'est-ce pas, compte tenu des stratégies économiques du gouvernement, que les choses vont bon train. Les choses vont bon train, mais donc en République du Congo, c'est peut-être la même chose qu'on pourrait dire des économies africaines qui tendent de plus en plus vers l'émergence, Judith Kondo. Bien évidemment, parce qu'on a remarqué que depuis ces dernières années, les économies africaines en général ont compris. Et quand on regarde même sur le plan mondial par rapport aux perspectives économiques, notées d'ailleurs par le FMI ou bien encore par la Banque mondiale, l'Afrique est largement en tête par rapport aux problèmes que rencontre la majorité des pays sur la planète Terre. Il faut dire que l'Afrique a quand même emboîté déjà le pas par rapport aux autres continents, l'océan Atlantique ou bien encore les Américains. Donc c'est vraiment des réformes que ces pays ont dû mettre en place, des stratégies pour permettre d'aller de l'avant. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ont compris qu'il faut diversifier l'économie. Il ne faut pas seulement, comme le disait Ahmed Jorimbogo tout à l'heure, compter sur l'or noir, mais diversifier l'économie, se baser aussi sur le secteur agricole. C'est très important. Le secteur agricole, il faut peut-être s'appuyer dessus, encore une fois, montrer que le secteur agricole peut faciliter le développement des pays. Rien que le bassin du Congo, n'est-ce pas, est encore quasiment à 80-82%, n'est-ce pas, dans la forêt. Donc je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui, effectivement, de mettre l'accent sur l'agriculture. Mais il n'y a pas que ce secteur. Il y a également le secteur de l'écotourisme, le secteur du tourisme, effectivement, qui sont encore des secteurs non totalement exploités et qui sont des secteurs porteurs sur le plan économique. Nous l'avons vu sous d'autres cieux dans les pays développés. Mais il faut noter une chose, Carnot, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose effectivement de ce potentiel de pouvoir dominer, pourquoi pas, l'économie mondiale demain. Pourquoi? Parce que l'Afrique est encore vierge. L'Afrique est encore vierge, c'est le continent le plus jeune, on va dire, qui a le taux de population le plus jeune également à travers le monde. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission 77 News qui renoue avec les programmes de Canal 7, la télévision qui voit l'Afrique autrement. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.